Alors, on va commencer par le thé de Wilcoxon. On a donc des échantillons appareillés. Et vous savez bien que quand on a des échantillons appareillés, on peut être animé d'un fort désir. C'est celui que dans chaque paire de données appareillées, on fasse une différence entre les valeurs. Donc, par exemple, j'ai des élèves dont on me demande s'ils sont aussi forts en mathématiques qu'en français, exemple idiot habituel. Je veux savoir donc s'il y a une différence significative entre les notes en maths et les notes en français. Et j'ai le petit Raoul qui a 8 en maths et qui a 9 en français. J'ai la petite Sophie qui a 7 en français et 2 en maths, et ainsi de suite. Et donc, voilà, j'ai des paires de données. Bon, une chose qui peut sembler assez naturelle quand on a des paires de données, c'est faire la différence entre ces paires de données. Bon, une fois que j'ai les différences, je peux avoir envie, évidemment, de faire quelque chose avec ces différences. Par exemple, une chose qu'on peut imaginer, c'est de se dire que ces différences, on ne va pas les garder comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les transformer en rang, ces différences. Alors, je vais tout de suite prendre la dia numéro 5, où il y a un exemple très concret avec valeur de pré-test et valeur de post-test. Vous avez un individu A qui a une note de 79 et une note de 95, l'individu B qui a une note de 59 et une note de 77 et ainsi de suite. Vous voyez qu'en dessous on a fait les différences. 79-95, la différence est de moins 16. 59-77, la différence est de moins 18. 85-75, attention, la différence est de 10. Pourquoi je dis attention? Parce que ici, la valeur du pré-test est supérieure à la valeur du post-test, alors qu'auparavant, c'était toujours le post-test qui avait une valeur plus grande. Donc, clairement, dans ces différences que je peux faire, il y en a de deux types. Il y a des différences où la première série de données a une valeur plus grande que la deuxième, et des différences où c'est l'inverse. Pour le dire autrement, il y a des différences négatives et des différences positives. Bien. À partir du moment où j'ai ces différences, qui sont donc de deux types, une chose que je peux faire, c'est me dire je vais transformer ces différences en rang. Mais attention, je vais les transformer en rang, mais en regardant juste l'ampleur de la différence. Donc, en oubliant le signe. J'oublie le signe et je regarde juste la taille de la différence. C'est ce qui est fait dans l'avant-dernière ligne du tableau qui se trouve là. Alors, on peut un petit peu regarder comment on a fonctionné pour faire ces différences. C'est très simple, on a juste le signe, et puis les rangs. Les rangs, on regarde quelle est la différence la plus petite en valeur absolue, c'est le 2 de l'individu n. Donc cette différence en valeur absolue de 2, elle va être remplacée par le nombre 1, parce qu'elle a le rang 1 dans la liste des différences en valeur absolue. Après cette différence de 2, quelle est la différence juste plus grande? C'est la différence de 3 de l'individu K. On va donc dire qu'on la transforme en le rang numéro 2. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a? On regarde, on voit qu'il y a 6 qui vient après de l'individu I. Ça, c'est le troisième rang, et ainsi de suite. Donc, en fait, chaque différence est transformée en valeur absolue, chaque valeur absolue de différence est transformée en rang. Et dans la dernière ligne du tableau, j'ai donc quelque chose qui n'est autre que la liste de tous les rangs des différences. C'est là que le thé de Wilcoxon commence à devenir quelque chose d'intelligent. C'est qu'en fait, on va se dire que pour chercher un indice qui pourrait avoir quelque chose à voir avec des différences de performance globale entre les deux échantillons, on va en fait sélectionner un type de différence. Et ici, en l'occurrence, on va prendre le type de différence le moins fréquent. Le type de différence le moins fréquent, c'est les différences positives ici. C'est assez logique, puisqu'on est dans un schéma pré-test, post-test, et qu'on entend que le traitement qui est entre pré-test et post-test est fait augmenter les valeurs. Donc, il y a beaucoup de valeurs qui ont augmenté, mais quand même, il y a des valeurs qui n'ont pas augmenté.
Les valeurs qui n'ont pas augmenté, c'est là où il y a une différence qui est de type positif, celle qu'on a surlignée en jaune. Donc, on se demande si ce nombre de différences qui ne vont pas dans le bon sens, ce nombre de différences qui devrait être nul, il ne devrait pas y avoir au fond de différences positives, il ne devrait pas y avoir de valeur de post-test inférieure à la valeur du post-test. Mais quand même, il y en a. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais le pas beaucoup qu'il y a, est-ce que c'est acceptable ou bien est-ce que c'est pas acceptable? Et donc, on va se poser des questions sur la signifiance de ça, la signifiance de ce petit nombre de différences qui ne vont pas dans le bon sens. Donc, on prend ces différences qui ne vont pas dans le bon sens, ces différences qui sont les moins nombreuses de ce type-là, hein, entre les différences négatives et les différences positives, la différence, c'est qu'il y a 4 différences positives et plein de différences négatives. On prend le plus petit type, donc, les 4 différences qui sont positives. Et là, ce qu'on va faire, c'est aller chercher les valeurs des rangs correspondant à ces différences. Donc, 5,5, 3, 10 et 5,5. Et ça, vous comprenez, c'est quelque chose qui est un nombre qui va porter une information. Donc on va essayer de regarder quelle est la valeur de ce nombre-là, et en quoi elle est indicatrice du fait qu'on diverge par rapport aux attentes que l'on avait ou pas. Et donc, on va se calculer quelque chose qui va résumer l'ampleur de ce phénomène, différence en nombre le moins nombreux, hein. On va calculer cette ampleur en sommant les rangs des différences qui correspondent. Et donc je vais faire 5,5 plus 3 plus 10 plus 5,5, ça fait 24. Est-ce que c'est juste? On veut dire oui, c'est juste. Eh bien ça, 24, c'est la statistique d'Edwill-Coxon. Alors, on a étudié, c'est M. Wilcoxon, la distribution d'échantillonnage de ces statistiques. Et donc on est à nouveau devant un test qui est un petit peu hybride, parce qu'il a quand même une distribution d'échantillonnage sur laquelle il repose. Mais cette distribution d'échantillonnage, elle a été obtenue par spéculation probabiliste. Et donc, quand on a cette valeur, on peut aller la comparer à une table, la table qui représente en quelque sorte cette distribution d'échantillonnage. Et là, vous avez un résumé de la table en question, où on a juste pris la ligne de la table où il y a la valeur correspondant à un effectif de 15. Pour un effectif de 15, le seuil à 0,05 est de 25. Pour un effectif de 15, le seuil à 0,02 est de 20. Pour un effectif de 15, le seuil à 0,01 est de 13. Où c'est qu'on est, nous? On est à 24. 24 est plus grand que 13, je vais voir à côté. 24 est plus grand que 20, je vais voir à côté. 24, ah non, n'est pas plus grand que 25. Donc, mon 24 est entre 20 et 25. Mon 24 indique donc que la significativité est entre 0,02 et 0,05. Et voilà, au vu de ces données, je peux dire qu'il y a une différence entre les populations parentes, au sens des performances globales, et que le risque que je cours en affirmant cela peut être quantifié entre 5 et 2 chances sur 100 de me tromper. Voilà le T de Wilcoxon, dont le principe est évidemment tout simple, puisque l'idée c'est que ces différences en nombre le moins fréquent, il va falloir qu'elles soient vraiment très nombreuses et ou ayant des valeurs de rang particulières pour qu'on arrive à surmonter l'effet de seuil qui se trouve dans le tableau. Et vous voyez bien qu'on parcourt là le tableau de gauche à droite, de droite à gauche, pardon, des plus petites valeurs aux plus grandes valeurs. On a une question ici. Donc, en fait, d'habitude dans la table, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le nombre qu'on a calculé est supérieur à celui de la table. C'est ça qu'on cherche à voir. Alors qu'ici, c'est le contraire. On est content quand le nombre qu'on a calculé, donc le T calculé, est inférieur à celui de la table. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'en fait, le raisonnement est inverse, hein, puisque plus le T
est petit, plus ça va être significatif. Donc, en gros, on n'a pas beaucoup de chance d'avoir un t petit. Parce que pour avoir un t petit, il faut avoir un plus petit nombre de différences en nombre petit, et il faut avoir des rangs qui sont faibles dans ce nombre petit. Et donc il y a deux facteurs qui vont faire que la significativité va aller vers des t petits. Donc plus le t est petit, plus c'est significatif. Donc le critère est inversé en fait par rapport aux habitudes, mais à la limite on pourrait renverser la table et la mettre dans l'autre sens. La question, ça va toujours être de savoir où est-ce qu'on se situe dans la table. Et à partir du moment où on se situe à un endroit particulier, on a automatiquement le niveau de signification. Donc, on peut dire qu'on est toujours en train de chercher si le t observé est plus grand que le t tabulaire, mais simplement on parcourt la table de droite à gauche. Il y a deux manières de voir les choses. Hein. On peut dire ce que tu as dit, à savoir qu'ici le critère est que la valeur doit être plus petite. Je préfère continuer à dire que le critère c'est toujours que la valeur observée doit être plus grande. Mais qu'on lit de droite à gauche. Mais on lit de droite à gauche. C'est comme dans les jeux de cartes, hein. Parfois c'est celui qui a le moins de points qui gagne. Ah oui, ok. Ça va? Oui. Ok, super, merci.